On est vraiment dans des poches d'emploi, en fait, qui historiquement se sont souvent tenues loin du syndicalisme. Les temps ont changé, donc il y a plutôt un besoin de leur part d'être représentés. Alors j'invite la salle à poser des questions. Vous avez besoin du micro, alors je vais m'approcher pour... Donc, je me lance, c'est bon. Sarah Proudoucet, je suis avocate à la FIC, donc j'ai tapé tantôt des mains. Je dirais, je vais être très brève, là, mais c'est plus un commentaire que peut-être une question, là. Mais je voulais simplement vous remercier de cette idée-là. Moi, je suis avocate depuis 10 ans. J'ai fait de la pratique privée, puis je veux pas en faire une tranche de vie, là, mais maintenant, je suis en contentieux, si je peux dire, là. Ouais. Puis je suis syndiquée. Puis à tous les jours, j'en reviens toujours pas. Puis quand je dis ça autour de moi, je suis une avocate syndiquée. Ça a fait un drôle d'effet, puis j'apprécie beaucoup. Mais j'ai fait 6 ans de pratique privée, puis j'ai vraiment constaté durant ces 6 années-là à quel point on avait besoin de quelque chose qui ressemblerait à un syndicat, parce que c'est une profession qui, de la façon dont c'est organisé, je dirais pas favorise, là, mais il y a beaucoup d'abus. Puis la façon dont les modèles d'affaires sont faits, c'est que tu aspires toujours vouloir plaire au patron, sinon tu es éjecté. Donc, tu tolères des abus, tu dénonces ça. Il y a plus ou moins de solidarité entre les gens dans la pratique privée, là, dans les plus grands cabinets. Puis, donc, il n'y a pas de solidarité dans le cabinet, mais entre avocats, tu sais, la profession d'avocat, c'en est une profession où tout le monde, tu sais, c'est très fort la profession en tant que telle. Puis je l'ai vu dans certaines circonstances où il y a le barreau du Québec qui joue pas vraiment ce rôle-là, mais on dirait que des fois, on se repose sur le barreau, ce qu'on ne devrait pas pour avoir des services, puis tout ça. Donc, on le voit à ce niveau-là. Des fois, il y a de la mobilisation pour certaines choses, donc il y a une certaine solidarité. Il y en a de la place pour cette solidarité-là dans la profession. Il suffit de trouver le bon modèle pour qu'à un moment donné, les gens disent « Wow, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là. » Donc, je voulais juste vous remercier d'étudier ça, parce que je pense que ultimement, ça pourrait aider bien des gens. On va prendre une série de questions. Et ensuite, je vais vous appeler à intervenir. Sheila, je pense que tu pourras intervenir quand même. My question is for Patrice, Melanie, and Melanie. It's interesting, obviously, because Marie-José and I do video game developers interested in professionals in general, and we did a paper trying to look at why a video game developer might vote for a union, and it had some similar variables as you, but our data wasn't as easy, perhaps, to kind of see a clear picture. But the sense we kind of came away with is that this idea of commitment to the occupation plays a big role, and I picked up on you saying that you know, this idea that professionals identify with a profession, not the work per se, and unions usually you kind of think about them in terms of that workplace or that work. So I'm just wondering if you can say a little bit more about that, or whether there was any bits in your data that kind of would lead you to believe that a narrative, a good narrative for unionizing professionals is around protecting the occupation, because the commitment to the occupation and the idea that the occupation is under threat could be very powerful. And I think some of the evidence that Marie-José and I have for game developers is that there's a little bit of that narrative. It's that I can't make the great games I want to make and in the way I want to make them because of these employment problems and pressures, and whether that idea of commitment is powerful for professionals in some way. D'autres questions? Vous voulez vous lancer? Non, pas tout de suite. Ok, moi j'ai des questions. Il y en a d'autres. Ok. Pour les deux Mélanie et Patrice, je mets une petite question, peut-être au niveau de la précision sectorielle. Tu as évoqué juste le secteur de la santé, mais quels étaient vos résultats au niveau sectoriel, ceux qui étaient peut-être
plus la propension de vouloir se syndiquer. Marie-Josée, petite question, parce que dans les problématiques qui sont évoquées, c'est essentiellement, il y a quand même une question de rémunération qui est au cœur, probablement des enjeux et du mécontentement de ces travailleurs. Le mécanisme de la LNH propose à un niveau macro la négociation des conditions de travail de base avec un plafond salarial, mais la rémunération, au bout du compte, elle se passe au deuxième niveau de négociation. Alors je me dis, ce modèle-là, finalement, est-ce que l'enjeu de rémunération, c'est peut-être pas l'élément crucial sur lequel il faut travailler? Puis, dans quelle mesure ce régime-là serait adéquat compte tenu de ces deux paliers-là de négociation? Enfin, Sheila, petite question par rapport à... Parce que je crois qu'il y a un enjeu très particulier, parce que dans ta présentation, il y a plusieurs points. À la fois l'introduction des nouvelles technologies, hein, et on sait qu'il y a beaucoup d'études aux États-Unis qui ont été faites sur ces questions-là, mais ça devrait toucher quand même des aspects routiniers du travail d'avocat. L'enjeu que je vois, puis tu l'as effleuré, mais c'est cette formation-là. Le fait, quand on est dans un petit cabinet versus un grand cabinet, on bénéficie de cette émulation, on bénéficie de cette expertise-là. Mais on a déjà le modèle du petit travailleur autonome qui est déjà dans son coin, il est peut-être encore avec ses pantoufles ou peut-être pas, mais on a déjà ça. Alors en quoi la problématique actuelle vient accélérer ou accentuer ce qui est déjà en place? Est-ce qu'il y a d'autres... Pardon. Jean-François Piché, conseiller à la Centrale des syndicats du Québec. Je ne sais pas si je vais être clair dans ma question. J'essaie de... Ça, tantôt, je n'ai pas voulu intervenir tout de suite. Je pars avec l'idée, là, tantôt, ce que vous mentionnez là, dans votre recherche, dans le sondage, que les syndicats, c'est fait pour l'école bleue. Il faut entendre par là que le syndicalisme, évidemment, il s'est développé sur la réunion d'un groupe de travailleurs important. Tout l'effet de la masse, en tout cas, les syndicats industriels, ça a été ça. Et donc, avec des besoins relativement homogènes. Bon, est-ce que, quand on va du côté des professionnels où les besoins sont plus individuels, plus individualisés, besoin de reconnaissance, besoin de prestige, peu importe là, les besoins, mais qui sont différents, et donc c'est des choses qui sont plus individuelles, est-ce qu'il n'y a pas là une ouverture à des enjeux de négo? Bon, on a parlé de rémunération au mérite, c'en est un, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux de négociation qui pourraient répondre à ces besoins-là qui sont différents et individuels? C'est pas évident au niveau syndical parce que généralement, on répond à des besoins homogènes collectifs. Ça serait une première question. L'autre question, peu importe qu'on soit des professionnels, et notamment dans le jeu vidéo, je pense que c'est le cas, il y a quand même ces gens-là, et même les travailleurs beaucoup plus précaires, moins qualifiés, vivent de l'insécurité et du stress au travail. Différemment, certains parce qu'ils travaillent trop puis il n'y a pas d'encadrement et tout ça, d'autres parce qu'ils sont insécures économiquement ou précaires et donc ils vivent une autre forme de stress, mais peu importe, est-ce que cette souffrance-là au travail, je vais l'appeler comme ça, là, peu importe où on est au niveau de l'échelle des professions, est-ce qu'elle n'est pas aussi un enjeu de négociation, un enjeu de syndicalisation parce que justement, je vis de la souffrance au travail, que je sois un professionnel hautement qualifié ou que je sois un travailleur pauvre, je vis du stress, je vis de l'insécurité, et là, ça peut être aussi un enjeu de négo. Alors, je propose... Comme ça, ou... Oui, comme vous voulez. Y a-t-il d'autres questions? Ou... Est-ce que c'est correct? Ça va? faire une première tournée. On peut faire une première On tournée. prend une redonnée, puis peut-être que ça va soulever d'autres questions. Alors, On commence nous? oui, allez-y. Donc, j'essaie de reprendre les questions dans l'ordre, mais Mélanie va compléter sur la première question qu'on a eue qui était en lien avec le besoin et le lien avec la profession. Première chose qu'on aurait à dire là-dessus, puis ça rejoint ton commentaire que tu as fait à propos du rôle du barreau, mais tu travailles aussi à la FIC. Puis on sait très bien qu'il y a une espèce de flou artistique entre où se rend l'Ordre des infirmières par rapport au syndicalisme infirmier, quel devrait être le rôle d'une association professionnelle comme le barreau par rapport à une action syndicale.
Donc ça, dans le domaine des professionnels, dans la syndicalisation des professionnels, c'est exactement un élément qui, je pense, est problématique parce que les gens se reconnaissent beaucoup dans leur ordre professionnel et on a tendance à dire que l'ordre professionnel est pratiquement là, souvent, pour nous défendre, alors que le rôle d'une association professionnelle, c'est tout, sauf de protéger les droits des travailleurs. C'est l'action syndicale qui fait ça. Mais c'était juste un premier élément pour souligner qu'il pouvait y avoir un flou artistique autour du rôle des associations. Qu'on parle dans le Attendez, micro, on par va contre. prendre la parole. Ça me fait toujours cette expression de parler dans le micro. Je pense qu'il y a certains travailleurs qui confondent justement l'ordre professionnel avec quelqu'un qui est là pour les défendre, mais j'étais, moi, beaucoup sous l'impression que le fait que beaucoup de gens se reposent sur le barreau et a des attentes envers le barreau témoigne du besoin qu'on a d'avoir une organisation syndicale. Parce qu'en ce moment, le barreau nous a envoyé 2 sondages là, ils viennent d'une université, mais j'arrive pas à me rappeler laquelle. Ils étudient la violence puis le harcèlement sexuel, si je me trompe pas. Puis j'ai trouvé ça fantastique comme initiative, mais ça vient du barreau, ça vient pas d'une organisation de travailleurs. Donc. Mais vas-y, ça, je vais reprendre pour la négo. C'est bon. Si vous êtes à l'avant, vous pouvez parler sans le micro-bâton parce que vous avez les... c'est déjà intercepté. Oui, c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'être même si proche, là, donc juste à parler à la distance que vous êtes, vous êtes correct. Fait que je peux me promener avec le bâton, ça va éviter des Bon, ben, allées. promenez-vous. Excusez-moi. Là, pour ça, il faut bien que je On change est quelque en fin chose. de journée. Je me Dans l'autre monde. suis trop découragée. Écoute, je vous dirais que ce qui est interpellant, nous, ce qui nous a interpellés, puis je fais le parallèle avec les recherches qu'on a menées, Mélanie et moi, sur les jeunes, parce que on a beaucoup travaillé sur la question comment cultiver la relève, etc., etc. Puis on forme des comités jeunes dans plusieurs organisations syndicales, comme vous le savez. Puis ce qui est ressorti comme étant fort, qui interpellait davantage les jeunes que l'âge, c'était la précarité. C'est aussi ce qui nous a amené à segmenter la question des professionnels, de dire oui, il y a des professionnels, mais il y a des professionnels précaires. On avait déjà donné à l'époque, il y a plusieurs années, dans un cours qu'on avait monté en commun, un travail de session aux étudiants, on leur demandait justement de nous expliquer la plus-value d'endosser des solutions individuelles. Parce qu'il y a toutes sortes de mécanismes de défense individuelle, puis on voyait qu'ils patinaient beaucoup à la production du rapport. Donc, ça émane donc de plusieurs réflexions depuis des années. Ce qu'on remarque, on pourrait dire, bon, les professionnels, au regard de ce qu'on vous a présenté, tendraient peut-être, effectivement, dû à l'attachement à la profession, à opter pour des solutions plus individuelles et individualisantes. Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a une double appartenance, il y a la profession, etc. Ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'il y a un besoin, il y a des besoins, des valeurs qui, à mon sens, un peu comme vous le mentionnez, qui nécessitent l'apport d'une action collective. On pourrait penser, par exemple, à une diminution de charge de travail, conciliation travail-famille. Puis là, on est beaucoup du côté des besoins intrinsèques. Parce que ce qui est extrinsèque, reconnaissance extrinsèque, n'a pas eu une valeur, n'a pas remporté une valeur significative dans le rapport. Mais là où j'attire votre attention, c'est, moi, ce qui m'agace, c'est de dire, de laisser la tension entre besoins individuels et collectifs. À quelque part, au regard de ces besoins-là, de nature plus intrinsèque, au regard aussi, je voudrais, des questions soulevées, puis des enjeux soulevés par la précarité, parce qu'il y en a la moitié sont précaires là-dedans. Il y a des questions de dignité et de respect qui sortent. Ceux qui sont précaires estiment ne pas être traités dans une grande proportion, ne pas être traités de façon équitable et juste par leur employeur. Donc, dignité, respect, pour moi, qui appelle, est-ce que c'est vraiment renouveler le syndicalisme ou rebrasser les éléments qui font en sorte que des solutions collectives deviennent plus sexy, peut-être autour d'enjeux différents, pour faire le parallèle un peu à ta question. Mais néanmoins, on est quand même dans les fondements ontologiques de ce que c'est une organisation syndicale. C'est pas pour du salaire que les gens vont appeler un syndicat pour se syndiquer, c'est des questions d'entrave à la dignité, à la justice en milieu de travail, au respect. Donc, je trouve qu'il y a des parallèles quand même très fondamentaux entre les professionnels, oui, c'est une autre catégorie de travailleurs. Maintenant, effectivement, est-ce que les solutions qui ont été abordées au cours des dernières années répondent à leurs besoins? Peut-être pas. Est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir
un peu à l'image de ce qui est négocié pour les artistes, une plateforme commune avec une capacité d'adapter sur une base individuelle certains besoins plus spécifiques, peut-être. On est en train justement de s'interroger là-dessus. Mais je ne suis pas certaine, puis là je me fais un peu l'avocate du diable, si on est si éloigné que ça des fondements premiers du mouvement syndical et de l'action collective qui est proposée, j'en doute. Mais on est là justement pour s'interroger collectivement à cet égard. Je vais aller ces gens en jeu de négo, puis Patrice, tu vas continuer avec la météo. Ouais, ben sur les secteurs. Là, OK. En fait, merci pour la question parce que c'est une très bonne question. En ce moment, on fait beaucoup de focus group avec des négociateurs pour comprendre les transformations de la négociation, justement. Puis c'est pas juste une question de professionnels, cette question-là, des droits individuels versus les droits plus collectifs, là. Les négociateurs nous ont clairement dit que dans les années 90, quand il y a des membres qui arrivaient avec des demandes individuelles, le négociateur pouvait leur dire qu'il n'y avait pas de temps à perdre avec des demandes individuelles parce qu'ils faisaient juste du collectif. Mais à l'heure actuelle, c'est à peu près 90 de leur charge qui se concentrent sur des demandes et des besoins de nature plus individuelle au sein du membership. Donc ça s'est beaucoup transformé, puis c'est vraiment un élément nouveau dans la pratique des négociateurs. L'autre chose que les négociateurs nous ont parlé beaucoup aussi, puis Patrice et moi, ça nous fait toujours sourire parce qu'on n'a toujours pas donné une définition claire à ce concept de maturité des conventions collectives. Les négociateurs se déculpabilisent beaucoup derrière le fait que les conventions collectives sont devenues matures au Québec. Donc, on a négocié pas mal tout ce qu'il y avait à négocier, puis là, on s'arracherait même les cheveux de sa tête pour trouver qu'est-ce qu'on pourrait demander plus d'un round de négociation. Bien, professionnels ou autre type de travailleurs, je pense qu'il y a encore des luttes à mener. Puis sur la question des travailleurs professionnels et hautement qualifiés, je pense que toute la question de la souffrance au travail, souffrance psychologique, santé psychologique au travail, ça va devenir un élément majeur de la lutte syndicale. Ils viennent d'avoir un règlement à l'UQAM et la nouvelle rectrice, elle a misé sur une chose. C'est comment je peux faire, moi, comme rectrice, pour vous débarrasser de tout ce qui nuit à votre production intellectuelle. Donc, comment je peux vous ramener à bien enseigner, puis à bien faire de la recherche, puis vous donner ce temps-là. Donc, ils ont mené les négociations avec cette perspective-là en tête et ça a donné une entente qui a été réglée à l'UQAM en 9 séances. C'est du jamais vu. Mais c'est vrai, je veux dire, ça a toujours été des rapports conflictuels. Mais cette question-là de ramener, parce que le professionnel, c'est ce qu'il veut, le travailleur hautement qualifié, c'est ce qu'il veut, de bien s'investir, de bien faire son travail, parce que c'est pour ça qu'il va être reconnu. Donc, des négociations. Puis pour moi, les enjeux, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous permettre d'être performant au travail et de ne pas vous tuer non plus au travail. Donc, un travail décent, mais pour des professionnels, c'est un travail qui va me permettre, moi, de faire ce pourquoi je suis embauchée. Dans notre cas, les professeurs, c'est de faire de la recherche, de publier, de faire de l'enseignement. D'autres types de professionnels, ça va être autre chose, d'être créatif, etc., mais de réunir ces conditions-là. Juste quelques petites précisions, là, quelques autres chiffres sur la recherche. Concernant les secteurs où les professionnels avaient une propension plus grande à se syndiquer, on avait les professionnels des sciences et des technologies et de la santé, qui avaient nettement une plus grande propension, mais aussi, au contraire, ceux qui avaient la propension moins grande, c'était les professionnels gestionnaires. On peut comprendre pourquoi. Puis aussi, un peu en écho à ton interrogation tantôt, Mélanie, par rapport au genre, aussi, on voit que dans notre échantillon, les femmes ont plus tendance à vouloir se syndiquer aussi que les hommes professionnels. Fait que je sais pas ce que ça évoque chez vous, là. Mais I guess just a couple of comments maybe that will unite some of the questions, sort of a global comment. The law societies, and in Quebec it's the barreau, these are the governing bodies for the legal profession, are absolutely examining these new forms of work and these new organizations, these new business models, and they are changing regulation. So the law societies, the governing bodies, are recognizing the fact that they're now legal corporations, and in the past their governing documents didn't address that. So they're either changing them or they're actually exercising these rights. And I
find that your comment about this notion of the workplace is conflictual and competitive, but you feel a solidarity across the profession, that resonates in my research among lawyers. This notion of an occupational community, which is what Johanna and Marie-Josée have also written about, this idea that we are all together. There's a solidarity in the experience, the input experience, and the fact that we are now all lawyers, which is quite distinct from what is happening in my workplace. And the challenge for the law societies is that they're both. They're governing both. They are controlling and managing the input and the qualification of lawyers to become lawyers, and they are also regulating the business form. And there's a great tension there. And I go back to some of the work that Melanie and Patrice cited from Larry Haven when he talked about the union zone, and he furthermore talked about the 3 roles of a representational body. So for professionals, there is collective representation for bargaining purposes. There is advocacy in the public domain and for public policy, and there is regulation and discipline. So if we think of nurses, there's the College of Nurses, the Nurses Union, and then the various nurses associations. And Saskatchewan's a very good case of that, where they had them all collapsed into one and were forced to divide them up because they're very different logics. The Law Society at the moment has only 2, for the most part. The Canadian Bar Association, which does advocacy and professional development and so on, and the law societies. And slowly we're seeing unions, although we won't quibble about the terminology, but unions are taking on that representation of specific workplaces. But the challenge is that lawyers are in a great variety, like video game developers are in a great variety of workplaces. Can you have some kind of a collective representation of lawyers at the workplace level that spans workplaces, that's sort of sectoral? And then that's kind of an interesting question that arises. Because they say the same things. When I heard Johanna ask her question, I can't develop the video game I want to and do it to the quality, I could just substitute the lawyer's words. I was reading my postdoc project comments from that research project, and there was one individual who said exactly that. We have such a high volume, there's so much time pressure, I cannot do the quality of work that I want to do. So those issues in terms of negotiation are staffing levels and control over the work and stress, particularly in criminal law, from the nature of the work itself, the nasty things that people do to each other, and that lawyers must then explore in great detail and talk about in a courtroom setting. So many of the classic industrial union issues are issues for professionals at the bargaining table, particularly those in dependent employment who are less precarious. It's an interesting kind of mix. And then to the question of what I'm going to interpret as the issue of isolation, Urwana's question. From my research, one comment really resonates, and that's this idea that people are typically paid in the profession based on years of experience. I've been at the bar for 5 years, I'm 10 years at the bar, 15, and so on. Your pay goes up with your experience as a knowledge worker. However, there's a distinction between doing 1 year of work in this domain 10 times over and doing 10 years of varied work. So we see that even in large organizations, and they love to say that the Federal Department of Justice is the biggest law firm in the country, you can still be ghettoized and isolated and doing repetitive work even in a very large law firm. The market enters into it to some extent. So urban lawyers, big firms, lots of diverse work, lots of still development of intellectual capital. Smaller communities and the Federation of Law Societies in Canada still, their statistics still show that the majority of lawyers in Canada are employed in firms of 10 or less lawyers. So big firms are getting bigger, but there's still a lot of small practices out there. But the market is also narrow. So they're maybe not gaining as great a mentorship experience and as much variety of experience,
but they're not called upon to do that kind of work either. And it's in the urban centers where we fragment the work that we see the risk of a dilution of their intellectual capital, I think is how I'd answer that. Alors, Urvana, tu me posais la question de la rémunération en me disant que c'est quand même une question centrale et très importante. Je dirais d'abord que, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de problèmes très, très importants dans cette industrie-là, dont la présence des femmes, le sentiment que la propriété intellectuelle qu'on a, c'est-à-dire l'investissement de créativité qu'on a mis dans le jeu n'est pas reconnu sous la forme d'une propriété intellectuelle. Le temps de travail, et en particulier le temps de travail non rémunéré, le temps de travail surtout imprévisible et la demande fréquente d'heures supplémentaires en crunch time qui ne sont pas rémunérées sous prétexte que des professionnels qui ont un contrat forfaitaire ne sont pas payés à l'heure. Et donc, il n'est jamais question de rémunérer les heures supplémentaires. Les questions de santé, les questions d'arbitraire dans les décisions et des décisions importantes qui concernent les congédiements, la discipline, mais aussi l'affectation de différents projets et la participation aux décisions. Comme disait Sheila, le sentiment d'avoir un mot à dire, c'est incroyable comme c'est un travail et on ne l'imagine pas de l'extérieur, mais comme c'est un travail qui peut être parcellisé et qui peut être dans lequel certains concepteurs peuvent être assujettis. Ils apprennent le matin en arrivant qu'ils vont consacrer la journée à dessiner un bonhomme qui saute. Et le lendemain, en arrivant le matin, on leur dira à quoi ils vont consacrer leur journée. Et ce sont pourtant des travailleurs du savoir très qualifiés. Alors, ceci pour dire que oui, la rémunération est très importante, mais il y a aussi toute une question de la rémunération du temps réellement travaillé. Alors, il y a une grande souffrance qui vient du caractère imprévisible des heures de travail, non seulement leur longueur, mais le fait qu'on ne le sait jamais à l'avance, c'est que pour déjouer la loi des normes du travail, on ne demande jamais d'heures supplémentaires. On leur dit, il y a de la pizza ce soir pour souper tout le monde, et c'est un message, c'est un exemple, parce que jamais ça n'est demandé. Alors, on leur dit comme ça un insight où on leur dit qu'il va falloir fournir un grand effort parce que soit l'échéance du jeu arrive, soit le milestone arrive, le moment où on va rencontrer le client pour rendre des comptes et la suite du financement est conditionnelle au succès de cette rencontre-là. Donc, on leur dit, on a des grands défis à relever, donc il va falloir fournir un effort. Et là, tout le monde sait qu'ils doivent rester. Et quand on est une star, peut-être on ne reste pas, mais en général, on reste. Et de ça découle une foule de problèmes de conciliation pour la famille qui, d'après nous, expliquent beaucoup la rareté des femmes dans l'industrie. Tout ça pour dire que là où le régime de la NHL peut être intéressant, il n'est pas non plus une panacée. Il est intéressant à un point de vue, c'est que la masse salariale étant fondée sur les profits et étant négociée, c'est-à-dire quelle partie des profits vous allez consacrer à nous payer, il y a quelque chose là-dedans qui permet de répondre à la fois à une revendication de rémunération, mais à une revendication aussi de droit de propriété intellectuelle. Et donc, j'ai un droit sur le pognon que vous faites avec notre créativité. Nous avons un droit collectif là-dessus. Alors, ça, je trouve que c'est quand même infiniment original parce que je ne connais pas beaucoup de régimes de rémunération qui sont fondés sur les profits. Alors, ça, c'était une chose. Et puis, la limite qui est posée à la négociation individuelle des stars est importante aussi parce que, à la différence des acteurs ou des artistes qui peuvent très bien le faire et qui le font, il y a là-dedans un principe qui permet de protéger la cohésion de l'équipe qui est très original aussi. Parce que peut-être que sur un plateau de tournage, la cohésion n'est pas importante, mais je ne suis pas sûre.
Je suis loin d'être sûre. Mais pourtant, elle n'est pas assurée par un régime qui permet aux stars de demander ce qu'elles veulent. Alors, ces deux caractéristiques qui nous ont semblé assez intéressantes pour qu'on en discute et qu'on en parle et qu'on les soulève sans qu'elles soient une panacée. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question. Je ne sais pas si je l'ai bien compris. Oui. OK. Parce que les problématiques que tu soulèves abordent la rémunération parfois de façon indirecte, mais les abordent néanmoins. Donc, non, merci, merci infiniment. Il restera à peu près une douzaine de minutes. Il nous reste 12 minutes. J'ai mon Cerbère qui est là. Donc, on peut refaire une petite tournée de questions si vous voulez. On y va. C'est parti. Alors, je pense que ma question va être pour Mélanie et Patrice, mais peut-être aussi pour Sheila. Je me demandais si, à travers vos recherches, vous avez regardé un peu le mode de règlement des différends. Est-ce que parce que pour la majorité des travailleurs syndiqués, si on ne s'entend pas en négociation collective, le mode de règlement des différends, c'est d'exercer son pouvoir, faire la grève, de retirer son travail. Moi, je suis agent de recherche dans un syndicat qui est principalement au niveau du secteur fédéral, où il y a beaucoup de professionnels. Les avocats sont syndiqués, évidemment, au secteur fédéral, et où le régime de relation de travail est différent dans le sens où l'unité de négociation détermine le mode de règlement des différends. Ils peuvent choisir entre l'arbitrage et la conciliation grève. Donc, est-ce qu'il y a là une explication pour les professionnels qui sont rebutés, finalement, à l'idée de se retrouver sur une ligne de piquetage versus des unités qui, bon, un règlement par arbitrage, ça fait pas mal, c'est pas salissant, si je peux me permettre l'expression, on n'est pas dans la rue. Donc, est-ce qu'il y a là une piste de réflexion peut-être pour les professionnels hautement qualifiés? Deuxième question. Et dernière, je crois. Oui, ma question s'adresse à Patrice, Mélanie et Mélanie. Tout à l'heure, vous avez parlé du modèle des syndicats, des artistes, etc. J'aurais aimé que vous en disiez plus parce que sur la base moi, du mémoire de maîtrise que je viens de déposer, ça paraît que la plupart des artistes s'identifient plus aux conditions de travail qu'a décrit Marie-Josée Legault sur l'aspect du crunch, etc. Et que finalement, c'est ceux qui sont les plus institutionnalisés qui peuvent bénéficier de ces mesures de valorisation des compétences, de représentation, etc. Mais il y a quand même tout un pan des artistes qui sont marginalisés et qui sont finalement des travailleurs précaires. Donc finalement, comment vous définissez le modèle de représentation des artistes? Et deux, qu'en est-il de la représentation collective des artistes à large au Québec? Je peux commencer pour un petit bout et laisser la parole aux autres. Okay. So, interesting question. So, of course, in Canada, there's federal legislation and provincial legislation, and the majority of workers are covered under provincial legislation. So, the regimes vary a little. What we find when looking at lawyers is that through their professional ethic, they tend to opt for an arbitration, compulsory arbitration model, because they do not want to withdraw their services for a host of reasons. It's interesting to compare lawyers and nurses in some respects. Now, notwithstanding that comment, lawyers have gone on strike across the country. Sometimes it's been an illegal withdrawal of service. Quebec famously had their prosecutors go on strike. So each jurisdiction does vary a little bit, and that's probably more there are historical reasons for those choices that are unique to the region as opposed to being unique to the profession. But by and large, we do see salary arbitration rather than conciliation strike kinds of models chosen. But to date, and it's also because there's no legislation really, there's legislation at the federal level now, but for the most part across Canada, lawyers are prohibited from unionizing. Now, BC Health Services and charter decisions subsequently in Saskatchewan as well have led to voluntary recognition, but the laws haven't changed yet. So we're still stuck in the old model. It's time maybe to invent a new one.
We'd like to start with the lawyers, but we'll see. Oui, par rapport au mécanisme de règlement des différends, tu mets le doigt sur quelque chose d'assez intéressant parce que ce qu'on voit dans nos résultats, c'est tout d'abord, au global, on a moins de 50% des professionnels qui ont accès à ce genre de mécanisme-là. Quand on fait, et ils ont beaucoup plus accès à ce genre de mécanisme-là dans les grandes entreprises, beaucoup moins dans les plus petites. Bien sûr, la question d'institutionnalisation, de pratique et tout ça. Quand on regarde en analyse bivariée très, très rapidement, il y a une différence. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'intention de se syndiquer, plus souvent, ils sont dans des milieux de travail où on a un tel mécanisme. Donc, la syndicalisation peut être un moyen pour certains excusez, d'avoir accès à un tel mécanisme. On peut supputer ça, mais quand on regarde dans l'ensemble, quand on regarde les modèles multivariés, c'est moins clair là, la réponse. Mais il y a quelque chose là-dessus par rapport à ça, c'est clair. Mais c'est d'avoir l'opportunité de gérer ces conflits-là à l'interne. Quand tu as l'impression que tu as un modèle où tu as accès à une démocratie qui va te permettre de régler ta situation, tu as moins envie de te syndiquer. C'est ce que le résultat indique clairement. Maintenant, un mécanisme de gestion des conflits quand tu es non syndiqué, bien là, on peut aller prendre une bière puis décider si ça vaut vraiment la peine ou pas. Mais ça, je pense que ça serait une recherche en soi parce que, bon, je connais des modèles non syndiqués de représentation des travailleurs. Puis bon, il y a des limites à ces modèles-là. Je veux dire, il n'y a rien qui lie par la loi les décisions, etc. C'est du bon vouloir, c'est de la bonne volonté, mais au-delà de tout ça, il n'y a rien que tu peux vraiment exiger ou faire une plainte par la suite si les solutions qui émergent de ces mécanismes-là ne font pas ton affaire. Fait que c'est un peu pour ça, comme les jeunes, mais aussi comme les professionnels, ben, la principale stratégie qui est utilisée, c'est l'exit. Quand tu n'es pas capable de régler tes problèmes en milieu de travail, mais tu changes d'employeur, tu changes de job, puis que tu te promènes finalement, parce que c'est une des limites dans l'emploi. Puis